Bienvenue sur ce résumé du livre Le cerveau de votre enfant. 12 leçons illustrées, manuel d'éducation positive pour les parents d'aujourd'hui de Daniel J. Siegel et Tina Payne Bryson. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Libérer le potentiel de l'esprit de l'enfant. En tant que parents, nous savons gérer le bien-être physique de nos enfants. Nous repérons les premiers signes de maladie et traitons les blessures avec soin. Mais souvent, nous négligeons un aspect essentiel, comprendre le développement du cerveau de notre enfant. Compte tenu de l'impact profond de la parentalité sur la croissance mentale et émotionnelle des enfants, il est essentiel de combler cette lacune. Le cerveau est une entité unifiée, mais il fonctionne grâce à des parties distinctes et interconnectées. Il possède deux hémisphères, chacun ayant un rôle unique. L'hémisphère gauche se concentre sur la logique, les faits et la pensée linéaire, ce qui est essentiel pour les tâches nécessitant un raisonnement. À l'inverse, l'hémisphère droit gère les émotions et la pensée holistique, essentielle pour l'empathie et la vision d'ensemble. Pendant les premières années, l'hémisphère droit sert de guide aux enfants. Les enfants vivent entièrement dans le présent, immergés dans leurs sentiments et leurs expériences. Ce ne sont pas des mini-adultes capables de comprendre la logique ou de prévoir les conséquences. C'est alors qu'un changement s'opère. Lorsque votre enfant commence à vous bombarder de questions « Pourquoi ?», le cerveau gauche entre régulièrement en jeu. Mais les fonctions cérébrales ne se résument pas à la différence entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Il existe également des zones dédiées aux réactions instinctives, à la prise de décision et à l'établissement de relations. Le secret pour libérer le potentiel de votre enfant et assurer une croissance équilibrée réside donc dans l'intégration de toutes les zones. Ce processus change la donne. Tout d'abord, il harmonise le monde intérieur des enfants. Deuxièmement, il facilite la compréhension des autres et l'établissement de relations saines, des aspects essentiels de la santé émotionnelle. Comment renforcer cette intégration ? C'est là qu'interviennent les stratégies de l'ensemble du cerveau. Ces techniques spécifiques, étayées par des recherches, favorisent le développement de votre enfant. Elles offrent des moyens de répondre aux enfants d'une manière qui encourage la résilience mentale et l'intelligence émotionnelle. L'amour est indispensable pour élever des enfants, mais la connaissance l'est tout autant. Comprendre la science du cerveau de votre enfant n'est pas réservé aux universitaires. C'est un outil puissant que chaque parent peut utiliser. Êtes-vous prêt à approfondir votre approche de la prestation de soins ? Commençons. Point clé 2. Exploiter le pouvoir de la connexion. Pour guider un enfant à travers ses aspects émotionnels et logiques, deux stratégies se distinguent par leur impact transformateur, connecter et rediriger, et nommer pour apprivoiser. La première est révolutionnaire par sa simplicité et son efficacité. Imaginez que vos enfants soient en détresse, incapables d'exprimer logiquement leurs émotions. Les réponses traditionnelles pourraient consister à leur proposer une liste de solutions logiques ou à exiger des changements de comportement immédiats. Pourtant, cela ne fera qu'aggraver la situation. Les parents devraient plutôt reconnaître les difficultés de leurs enfants et valider leurs sentiments. Cette écoute émotionnelle revient à parler le langage du cerveau droit et contribue à calmer l'enfant. Par exemple, que faire lorsque les enfants se lèvent tard, sont inquiets et se sentent négligés parce qu'ils ont l'impression que leurs parents ne leur accordent pas la même attention? Il est improductif de répondre immédiatement par des explications logiques ou de rejeter leurs émotions comme des tactiques pour gagner du temps à l'heure du coucher. La meilleure solution consiste à prendre l'enfant dans ses bras et à lui affirmer son importance. Après ce contact sincère, les enfants écouteront un raisonnement logique. C'est alors que la partie réorientation de la stratégie entre en jeu. Le parent fait appel au côté analytique de l'enfant en discutant de solutions. Mais attention, cette stratégie ne signifie pas qu'il faille se laisser aller à toutes les explosions émotionnelles. Elle consiste essentiellement à reconnaître la validité des émotions et à guider l'enfant vers un dialogue plus constructif. Rejeter les sentiments signifie les embouteiller et non les éliminer. La stratégie du non permet de gérer les vagues de sentiments en utilisant le pouvoir de la narration. Lorsque les enfants sont confrontés à des situations pénibles, les émotions les submergent.
En encourageant l'enfant à raconter son expérience effrayante, les parents l'aident à surmonter son malaise. Prenons l'exemple de Bella, qui est devenue terrifiée à l'idée de tirer la chasse d'eau à cause d'un incident où elle avait débordé. Au lieu de rejeter la peur de la jeune fille, son père l'a aidée à raconter l'incident et à comprendre ce qu'elle avait ressenti. L'acte de raconter une histoire a mobilisé son cerveau gauche, connu pour ses capacités analytiques et logiques, ce qui lui a permis d'envisager l'incident d'un point de vue rationnel. Bella et son père sont revenus plusieurs fois sur l'histoire, ce qui a permis à la fillette d'évacuer ses émotions. Lorsque les enfants expriment leurs expériences, ils acquièrent un sentiment de contrôle. Ils apprennent que s'ils ne peuvent pas changer ce qui s'est passé, ils peuvent changer leur réaction. Ces deux stratégies nécessitent une pratique régulière. Il ne s'agit pas de solutions rapides, mais d'outils fondamentaux qui façonnent le cadre émotionnel de l'enfant. Lorsqu'ils sont adoptés efficacement, ils ne se contentent pas de résoudre des crises passagères. Ils donnent aux enfants la force mentale nécessaire pour faire face à l'imprévisibilité de la vie. Point clé 3. Des moyens simples pour stimuler les facultés cérébrales. Il est plus facile de comprendre la complexité de l'esprit d'un enfant si l'on considère qu'il est composé de deux niveaux. Le cerveau du bas est primitif et contrôle les fonctions de base. Il est impulsif et automatique, peu enclin à la pause ou à la réflexion. Le cerveau du haut est le centre des processus de pensée plus raffinés. C'est là que naissent les décisions réfléchies, l'empathie et la conscience de soi. Une éducation qui favorise ces deux aspects peut avoir un impact profond sur la croissance mentale et émotionnelle de l'enfant. Voici comment vous pouvez mettre cela en pratique dans des scénarios quotidiens. La première stratégie clé consiste à s'engager. Imaginez que votre enfant fasse une crise de colère et réclame des bonbons avant le dîner. La première réaction d'un parent peut être de dire non avec fermeté ou d'élever la voix dans les moments de frustration. Cependant, ces façons de faire ne font qu'aggraver la situation. Elles font appel au cerveau du bas de l'enfant, responsable des actions automatiques, y compris les réactions de lutte ou de fuite. Au lieu de cela, les parents devraient s'efforcer de faire appel au cerveau du haut, où se produisent des pensées plus calmes et plus logiques. Plutôt que de rejeter la demande, les parents peuvent procéder de la manière suivante. Poser des questions approfondies telles que « Pourquoi est-ce important pour toi d'avoir des bonbons maintenant ?» Proposer des alternatives assorties d'un raisonnement. Par exemple, si tu dînes d'abord, tu apprécieras davantage les bonbons car tu n'auras pas faim. Qu'en penses-tu ? Cette approche favorise la communication et incite l'enfant à participer à la résolution des problèmes. Lorsque les parents deviennent plus conscients et plus sains sur le plan émotionnel, leurs enfants en récoltent les fruits et évoluent eux aussi vers la santé. Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson. La deuxième approche cruciale est le principe de l'exercice. Le cerveau du haut fonctionne comme un muscle. Des défis réguliers renforcent sa puissance. Les parents peuvent encourager les séances d'entraînement mental de la manière suivante. Résolution de problèmes. Si un jouet se casse, résistez à l'envie de résoudre le problème rapidement. Au lieu de cela, demandez à votre enfant « Comment penses-tu que nous pourrions réparer cela ?» De telles questions stimulent la pensée critique et créative de l'enfant. Prise de décision. Permettre aux enfants de faire des choix dans des situations de la vie quotidienne, comme le choix de leur tenue vestimentaire ou d'un goûter, c'est faire appel à leur cerveau du haut. Même les décisions les plus simples exigent de l'enfant qu'il évalue les options et qu'il prenne en compte ses préférences. Entraînement à l'empathie. Discuter de ce que peuvent ressentir les personnages d'une histoire, explorer les résultats potentiels des héros ou envisager les conséquences d'actions spécifiques sont autant d'exercices mentaux. La discipline doit reposer sur la compréhension des règles et non sur leurs craintes. Point clé 4. Guide de maîtrise de la mémoire. Comprendre notre cerveau, c'est comme démêler un puzzle complexe, surtout en ce qui concerne la mémoire. La façon dont nous nous souvenons comporte plusieurs niveaux qui influencent notre comportement et nos émotions. Par exemple, des souvenirs spécifiques nous permettent d'effectuer des tâches sans y penser consciemment, comme lasser nos chaussures ou faire du vélo. Il s'agit de souvenirs implicites.
Les souvenirs explicites sont ceux dont nous nous souvenons consciemment, remplis d'images et d'émotions liées à certains événements ou expériences. Ces deux types de mémoire s'entrecroisent quotidiennement, façonnant notre comportement et nos réactions. Il est essentiel de reconnaître leur rôle, en particulier pour guider les enfants. Mais comment tirer parti de cette compréhension pour favoriser l'épanouissement émotionnel, en particulier à la suite d'événements pénibles? C'est là qu'intervient une autre stratégie, qui met l'accent sur notre capacité à contrôler la lecture de notre mémoire. Cet outil s'articule autour du lecteur DVD interne, métaphore de notre capacité à revisiter, analyser et comprendre nos expériences passées. L'utiliser revient à disposer d'une télécommande pour les souvenirs, ce qui permet à l'enfant de les rejouer à son propre rythme. Il peut faire des pauses pour analyser ses sentiments, revenir en arrière pour voir les situations sous un angle nouveau ou avancer rapidement sur les passages particulièrement pénibles. Ce processus ne consiste pas à changer le passé. Il s'agit de prendre le contrôle de la façon dont les souvenirs nous affectent. Imaginez un enfant qui a vécu un événement douloureux, comme une chute effrayante. Ce souvenir peut jouer en arrière-plan, instillant une peur permanente. En général, l'enfant évite les vélos, mais avec la télécommande, il peut rejouer ce souvenir, faire une pause et l'analyser. Cette stratégie l'aide à comprendre qu'une chute est une étape vers la maîtrise de la conduite et non un signal pour éviter les vélos. Il peut maintenant traiter l'événement, le dépouiller de son pouvoir émotionnel et apprendre la résilience. Ou encore, un enfant embarrassé devant ses amis. Ce souvenir pourrait influencer ses futures interactions sociales. Mais en utilisant sa télécommande, il peut réévaluer cette expérience. Réalisant que tout le monde est confronté à l'embarras, il ne considérera pas l'accident comme la fin du monde. Cette perception permet à l'enfant d'apprendre à maîtriser ses émotions. En appliquant cette approche, les enfants apprennent à faire face aux expériences négatives et non à les refouler. Ils dissèquent, comprennent les souvenirs et réduisent leur impact émotionnel. La beauté de cette stratégie, elle est universelle. Nous détenons tous la télécommande de nos souvenirs. Les gérer est un travail fondamental pour construire des adultes émotionnellement stables. Encourager les enfants à utiliser leurs souvenirs comme un trésor d'émotions positives et d'expériences utiles. Point clé 5. Comment les enfants se lient d'amitié avec leur monde intérieur? La gestion des émotions, en particulier chez les enfants, peut souvent donner l'impression de rester à flot dans une tempête. C'est imprévisible et parfois effrayant. Cependant, il existe des stratégies pour comprendre et gérer ces vagues émotionnelles. Ces approches ne se limitent pas à des solutions temporaires, ce sont des compétences fondamentales pour construire des adultes sages. Tout d'abord, il est essentiel d'apprendre aux enfants à se mettre à l'écoute de leur monde intérieur. Au-delà de la simple identification d'émotions telles que la tristesse ou la joie, ils doivent en saisir les causes sous-jacentes. Une stratégie connue sous le nom de SIFT peut aider les enfants à y parvenir. Cette approche les encourage à se plonger dans leur monde intérieur, en examinant les sensations, les images, les sentiments et les pensées. Tout au long de ce processus, l'essentiel est de guider l'enfant en douceur. Vous ne dictez pas les expériences de l'enfant, mais vous lui fournissez les outils nécessaires à sa réflexion. Cette prise de conscience change la donne. C'est le premier pas vers l'intelligence émotionnelle. Ensuite, nous devons apprendre aux enfants que les émotions ne sont pas des états permanents, mais des phases passagères. Par exemple, lorsque les enfants se sentent tristes, il faut reconnaître cette émotion, les réconforter, puis leur dire « C'est normal d'être contrarié parfois, mais cela ne durera pas éternellement ». Il s'agit d'une affirmation simple mais puissante qui renforce la stabilité émotionnelle. En outre, faites participer les enfants à la prévision de leur état émotionnel. Demandez-leur « Comment te sentiras-tu demain ?» Cette anticipation les aide à comprendre que les sentiments sont gérables et ne sont pas dévorants. Elle élargit également leur vocabulaire, ce qui leur permet de mieux exprimer leurs émotions. Cependant, lorsque les enfants se sentent dépassés, il est temps d'adopter une autre stratégie, le mouvement physique. Pourquoi? Parce que lorsque les sentiments montent en flèche, le raisonnement s'effondre.
Par exemple, si les enfants sont frustrés par des tâches complexes, ne les obligez pas à rester assis. Laissez-les pratiquer une activité physique qui leur plaît. Danser, sauter, jouer, n'importe quelle forme de mouvement. Ce n'est pas une pause, c'est une stratégie. Ce mouvement diminue les hormones de stress, les aidant à refroidir la chaleur émotionnelle et à se libérer l'esprit. De même, si l'anxiété survient avant une nouvelle expérience, comme l'entrée dans une nouvelle école, ne vous contentez pas d'en parler. Marchez, jouez au ballon ou faites du vélo. Cela permet d'évacuer l'anxiété immédiate et de rendre l'enfant plus ouvert à la discussion et au réconfort. Apprenez aux enfants à canaliser leurs émotions dans des activités bénéfiques, qu'il s'agisse de tâches ménagères ou de devoirs. La mise en œuvre de ces stratégies aide les enfants à mieux se comprendre et à se préparer aux différentes situations de la vie. Le saviez-vous? Une étude portant sur des enfants de la maternelle à l'âge de 9-10 ans a révélé que le sport améliore les capacités cognitives des enfants. Point clé 6. Renforcer la force intérieure des enfants. Une autre stratégie cruciale pour la stabilité émotionnelle est l'état d'esprit, qui vise à empêcher les sentiments de nous contrôler. Comment expliquer ce concept aux enfants? C'est alors qu'une métaphore de l'esprit comme le centre d'une roue s'avère utile. La jante représente les différentes pensées et émotions. Si nous nous sentons bloqués à l'un de ces points, nous serons submergés par nos sentiments. Nous devrions plutôt revenir au centre, au pôle de calme, pour observer ces émotions sans nous y perdre. La vue de l'esprit nous permet de le faire. Prenons l'exemple de Nicole, une violoniste de 9 ans qui avait les nerfs à fleur de peau avant son récital. Sa mère, Andrea, l'a guidée dans un exercice de visualisation mentale. Allongée, Nicole a balayé la pièce du regard, remarquant différents objets, puis a reporté son attention vers l'intérieur. Ce simple geste de réorientation de l'attention l'a aidée à trouver son centre, ce qui a calmé ses nerfs. Mais comment pratiquer la vue d'esprit? De simples exercices quotidiens peuvent vous aider. Concentrez-vous sur votre respiration. Compter en inspirant et en expirant peut être apaisant. Visualisation guidée. Imaginer un lieu ou un scénario paisible est un outil puissant pour réduire l'anxiété. Mindsight aide les enfants à reconnaître et à accepter leurs différents états émotionnels. Cette prise de conscience est vitale non seulement pour le développement personnel, mais aussi pour les relations sociales et la gestion de leur inévitable partie, le conflit. Il ne s'agit pas d'éviter les heurts, mais d'apprendre à les gérer de manière positive. C'est là qu'entre en jeu la stratégie de la connexion par le conflit, qui consiste à apprendre aux enfants à argumenter avec un état d'esprit « nous ». Cette approche n'efface pas les désaccords comme par magie, mais elle les perçoit comme des occasions de croissance. Par exemple, lorsque des frères et sœurs se disputent au sujet d'un jouet, il ne s'agit pas seulement d'une querelle au sujet d'un objet, mais d'une occasion de comprendre les perspectives, les sentiments et les besoins de l'autre. Voici comment cultiver cette approche. Favoriser l'empathie. Encourager les enfants à envisager les conflits du point de vue de l'autre personne. Interpréter le langage corporel. Apprenez aux enfants à remarquer les signaux émotionnels non verbaux, ce qui peut empêcher les conflits de s'aggraver. S'amender réellement. S'excuser est un début, mais une véritable résolution implique de montrer par des actions que vous comprenez l'impact de votre comportement. Jeu de rôle. Par le biais de jeux ou de situations réelles, guidez vos enfants dans l'utilisation de ces compétences. Validez les émotions. Veillez à ce que les enfants sachent que leurs sentiments sont appréciés et qu'ils peuvent s'exprimer en toute sécurité, même en cas de conflit. Cette assurance les aide à mieux exprimer leurs émotions, ce qui prévient les crises d'agressivité. Le conflit est l'occasion de montrer les cartes de l'autre et de se comprendre véritablement l'un l'autre. Point clé 7. Le lien du bonheur, renforcer les liens. Les familles s'épanouissent grâce à l'amour et aux expériences partagées. Cependant, dans le tourbillon des tâches quotidiennes, nous négligeons souvent ce qui renforce réellement ces liens. Voici 2 stratégies pour rétablir cet équilibre. Premièrement, apprécions le pouvoir transformateur de s'amuser ensemble.
Il ne s'agit pas simplement de célébrer des fêtes ou des anniversaires occasionnels, mais d'intégrer la joie dans le quotidien familial. Une partie de charade, un repas partagé ou une séance de danse spontanée dans le salon sont autant d'activités qui créent des expériences positives et profondes. Il est essentiel d'être véritablement présent. Il ne s'agit pas de documenter le plaisir pour les réseaux sociaux ou de simplement cocher des cases. L'objectif est de s'engager sincèrement avec les autres, sans distraction. La joie n'a pas d'âge. Impliquez tout le monde, de votre adolescent boudeur à votre bambin enthousiaste, dans des activités qu'ils apprécieront tous. En centrant la vie familiale sur le plaisir, vous ne faites pas que divertir. Vous investissez émotionnellement les uns dans les autres. Ces moments seront chéris et mémorables pour tous les membres de la famille. De plus, cet engagement sincère permet aux enfants d'apprendre des leçons précieuses au-delà du jeu. Ils développent des compétences sociales et de l'empathie. Des activités familiales amusantes permettent aux enfants de se sentir valorisés pour ce qu'ils sont. Deuxièmement, profitez du pouvoir des histoires partagées en intégrant le souvenir dans votre routine quotidienne. Par exemple, une famille peut créer une tradition de dîner de souvenirs, où chacun partage quelque chose de sa journée ou d'un événement passé. Un enfant peut décrire un projet dont il est fier, tandis qu'un autre se souvient d'un incident amusant survenu au cours de la semaine. Les parents peuvent également apporter leur contribution, en évoquant leur enfance ou les leçons qu'ils ont apprises. Il est essentiel de se rappeler que toutes les histoires sont précieuses. Encouragez les gens à raconter les moments heureux, les anecdotes amusantes et les moments difficiles avec la même importance. Cette pratique est double. D'une part, les histoires positives resserrent les liens et constituent une source permanente de bonheur partagé. D'autre part, discuter des difficultés de la journée permet à chacun de se sentir soutenu et compris. En outre, lorsque les enfants partagent, ils ne font pas que parler. Ils apprennent à intégrer les souvenirs et les émotions, ce qui est crucial pour le développement émotionnel. En résumé, il est possible de renforcer les liens familiaux sans prendre de grandes mesures. Engagez-vous sincèrement dans des moments de rire et de recueillement, et vous verrez les racines de l'amour familial s'enraciner davantage. Même à un âge avancé, nos expériences modifient la structure physique du cerveau. Daniel G. Siegel, Tina Payne Bryson. Conclusion du résumé. Être parent ne se limite pas à une série de tâches. C'est une succession d'opportunités pour façonner l'avenir d'un enfant. Ce qui importe réellement, ce sont les petits moments du quotidien, constituant du courage, de la joie et de la confiance en soi de l'enfant. L'art véritable réside dans la capacité à saisir chaque occasion d'enseigner, à transformer les problèmes en leçons et à voir les moments de calme comme des chances de croissance. C'est ici que la méthode du cerveau global se révèle utile, car elle transforme notre perception de l'éducation des enfants. Son idée centrale, l'intégration, favorise la quête du bonheur, l'établissement de relations solides et la recherche de la paix intérieure. Elle vise à aider les enfants à devenir des individus équilibrés, empathiques et confiants, prêts à affronter le monde. Un autre avantage notable de cette approche est qu'elle donne du pouvoir aux parents. C'est comme disposer d'une feuille de route dans les moments de confusion, permettant de gérer les situations de manière à renforcer le lien parent-enfant. Il s'agit de connaître si bien l'esprit de vos enfants que vous pouvez activement participer à leur formation et orienter leurs expériences vers des résultats positifs et sains. Mais l'apprentissage et la croissance de votre enfant ne s'arrêtent pas là. Votre relation évolue également. Vous devenez plus qu'un simple régulateur. Vous êtes un guide, un ami de confiance et un partenaire constant pour votre enfant tout au long de sa vie. Cette croissance partagée vous rend tous deux plus forts et plus proches. Grâce à la méthode du cerveau global, les parents peuvent faire de l'éducation de leurs enfants un voyage plein d'apprentissage et d'amour. À essayer? Notez les stratégies mentionnées et dressez la liste des situations dans lesquelles vous pouvez les utiliser. Trouvez les méthodes qui vous conviennent le mieux. Demandez à vos enfants des situations hypothétiques, comme « Que ferais-tu si tu trouvais quelque chose qui ne t'appartient pas ?» Ces discussions permettent aux enfants d'exercer leur cerveau du haut, en naviguant dans des questions éthiques complexes. Travaillez votre intelligence émotionnelle.
Les parents qui ont la tête froide ont des enfants plus calmes. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.